On va enchaîner avec Raphaël Jean, donc qui est écologue indépendant et qui va nous parler de la traversée des milieux naturels, enjeux et impact. Raphaël. C'est moi? Je te parle ici. Ouais, mais c'est bien, je suis gaucher. T'es bien là-bas? Ok. Ouais, je suis gaucher, je suis obligé de faire avec la main gauche. Donc, remoi. Donc là, vraiment dans ma spécialité. J'étais anciennement, moi, docteur en biologie, enfin toujours, hein, biologie, écologie, enseignant-chercheur à l'université de Bordeaux et de Rennes, et écologue maintenant indépendant à Castex. Et donc, pour traiter une question comme ça, je pensais que je pouvais vous donner quelques petites réponses. Tout d'abord, on a une question principale, hein, je vais revenir sur notre tracé impossible à notre Saumoduc. On a donc un problème d'EDF, c'est le problème principal d'EDF. Autant la question géologique, on l'a traité un petit peu tout à l'heure, c'est toujours une question impossible, hein. On ne sait toujours pas si c'est un bon réservoir géologique, mais on le saura après. Mais le problème principal d'EDF, c'est comment on va faire des trous, comment on fait ces cavités. Il va falloir donc forer, lessiver, c'est-à-dire amener de l'eau à Pouillon. Il faut savoir que donc il y a une seule solution qui a été envisagée par donc, le porteur de projet, c'est forer grâce à de l'eau de mer, l'océan Atlantique, bien commun, il faut savoir, hein, ça appartient à personne, hein, l'eau de l'océan, donc dans les eaux littorales. Et donc, et là je vous informe là-dessus, c'est extrêmement important, avant toute exploitation du site de Pouillon, le projet va nécessiter donc la création d'infrastructures. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait un seul mètre cube de gaz à Pouillon, on aura rétamé en fait tout le département des Landes. C'est ce qu'on va voir. On va donc traverser l'ensemble des milieux naturels des Landes de Gascogne. Tout d'abord, bon, je vous rappelle simplement, hein, ça c'est un petit peu le phasage du projet. Donc les milieux terrestres seront, donc je vous dis, impactés durablement lors de la phase de création de ces infrastructures, c'est-à-dire qu'est-ce que ça regroupe? La phase de création, elle regroupe 4 temps. Tout d'abord, la pose des canalisations, c'est-à-dire réellement faire le Saumoduc, les 40 km. Réellement faire aussi les canalisations qui vont aller entre, on va dire, les puits, les différents puits, là c'est sur le site de Pouillon. Après on aura donc la construction de la station littorale en arrière-dune. Alors on ne sait pas encore à quelle distance du rivage, mais en tout cas elle est sûre d'y être là-bas. Après on aura la construction des installations de surface pour le gaz, incluant la station de lessivage et la station de gaz. Donc ça c'est uniquement sur le site de Pouillon-Main-Baste. 5e phase, ça va être la création des puits, incluant la construction de plateformes multipuits et la réalisation des forages, donc là toujours à Pouillon. 5e point, c'est la création donc, des cavités par le lessivage. Et ça, cette création-là, elle n'est plus dans cette phase donc, de création, ça va être la première phase en fait, d'exploitation du site de Pouillon. Donc la surface totale impactée par le projet, réellement, hein, parlant, ça va être pour les installations de surface, pour le gaz, donc à Pouillon, on estime à 30 hectares environ. On va réaménager, modifier, bétonner, tout ce que vous voulez. La station littorale de pompage, au niveau des zones arrière-dunaires, c'est 2 hectares qui vont être entièrement aussi modifiés. Mais surtout, la question principale qui n'a jamais été montrée donc, dans le projet EDF, c'est la pose des canalisations au niveau donc, du Saumoduc sur l'ensemble du parcours. Et si on prend une estimation, on va dire, la plus courte, hein, ce que nous a dit Roland tout à l'heure, hein, c'est-à-dire la distance la plus courte, 40 km, on aura donc environ 135 hectares donc de Pouillon à l'océan qui vont être impactés de manière durable, avec des surfaces donc, un petit peu différentes. Le Saumoduc, donc 45 km, la largeur à peu près 30 mètres de tracé ouvert, hein, ça c'est pour faire les pistes, hein, faut savoir qu'on ravage tout, on va tout droit. Après, pour atteindre des fois 50 mètres de large au niveau des fourrages sur certains cours d'eau. Donc il faut savoir, dès qu'on va vouloir traverser les barthes de l'Adour, au lieu de faire 30 mètres de large, hop, on prend 50 mètres parce qu'on a besoin un peu plus de place pour mettre des installations. Également, pour les canalisations de liaison, on va avoir des largeurs à peu près de 40 mètres. Donc tout ce qui est estimé à peu près à 30 mètres, en fait, c'est 30 mètres et un petit peu au-delà. Donc, grosso modo, 167 hectares, c'est le minimum qui va être vraiment impacté par le projet. 167 hectares, hein, je vous dis, un terrain de foot, c'est un demi-hectare. Voilà, donc on a 350 terrains de foot. Qu'est-ce qui se passe au niveau du contexte réglementaire? Comment, en fait, EDF est arrivé à nous proposer un circuit qui va sinusoïder, on va dire, entre Pouillon et l'océan? Par contre, on a quand même des contraintes réglementaires relativement fortes, nous, au niveau du département des Landes. Et c'est ce que je voulais vous rappeler. Tout d'abord, il y a les communes qui sont soumises à la loi littorale.
faut savoir que depuis 1986, on a une loi en France qui impose la préservation des espaces terrestres et marins, des sites et des paysages qui sont remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral. Et les milieux, on les protège aussi, les milieux qui sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Donc ça, c'est une loi d'urbanisme, 1986, et qui est appliquée directement dans nos documents d'urbanisme, que ce soit donc les plans d'occupation des sols ou les plans locaux d'urbanisme. Donc vous allez voir votre maire et vous allez savoir quelles sont les communes et quels sont les sites qui sont susceptibles d'être, on va dire, en relation avec la loi littorale. De manière globale, qu'est-ce que nous dit donc le ministère de l'Environnement ou le ministère de l'Environnement déconcentré en région, la DREAL-Aquitaine? L'ensemble des communes du littoral sont donc soumises à cette loi littorale. Deuxième problème principal, ça va être au niveau paysager. Le contexte réglementaire paysager est important aussi. C'est que toute notre bande de littoral, comme vous pouvez le voir, est composée en fait de deux grands sites. Des sites qui sont classés au titre de l'inscription au titre des patrimoines culturels ou patrimoines paysagers de la France. Sites inscrits et sites classés. Nous, on en a deux grands sites qui vont être susceptibles d'être impactés. Ça va être les sites en fait, de ce qu'on appelle des étangs landais. C'est tout ce que vous voyez en orangé. Donc ça, c'est des sites qui sont inscrits. Donc là, ça nécessite tout simplement la prise en compte par la préfecture, tout simplement d'un patrimoine paysager, architectural. Et également, alors là, ça c'est un peu plus compliqué et un peu plus contraignant, ça va être les sites qui sont donc classés au titre du patrimoine. Et ça, c'est uniquement en fait l'étang donc de Souston, au niveau du nord, et au sud, c'est l'étang blanc et l'étang noir qui sont aussi des sites classés. Ça impose quoi au maître d'ouvrage? L'impossibilité tout simplement de passer par ces sites-là. Donc il faut savoir que cette loi-là, existe depuis 1930 et nos sites à nous sont classés depuis les années 60. Donc la protection des sites, par contre, est une compétence de l'État uniquement. Et donc c'est le préfet qui va donner l'autorisation ou pas de passer par ces sites-là. Autre contexte réglementaire très important et très contraignant pour tous les maîtres d'ouvrage, notamment EDF, ce sont le patrimoine naturel qui est lié donc aux réserves naturelles. Alors nous, on n'a pas beaucoup de réserves naturelles au niveau du département des Landes, mais on en a deux grosses qui sont susceptibles en fait de gêner potentiellement en fait le maître d'ouvrage. Dans la partie sud, c'est le Marais d'Orx, mais là ils ont totalement interdit de passer par la partie sud pour l'instant. Et également dans la partie un peu plus centrale, on a la réserve de l'étang noir, dont notamment les représentants ne peuvent pas être présents puisqu'ils sont aussi en démonstration sur ce site-là aujourd'hui. Il faut savoir que les réserves naturelles ont pour but donc la préservation de la faune, de la flore et des milieux naturels qui présentent un patrimoine naturel remarquable. C'est issu donc de la loi de la protection de la nature de 1976. Il faut savoir que ces réserves naturelles sont, on va dire, définies uniquement par décret ministériel et elles sont gérées donc par l'État. Donc là, c'est que l'État qui va dire si on va pouvoir casser ou pas une réserve. C'est un milieu qui est forcément protégé d'un point de vue réglementaire, donc on n'est jamais susceptible de passer par ce site-là. Donc il va falloir trouver encore un autre endroit. Quel autre endroit on va pouvoir prendre? On a encore un contexte réglementaire particulier, mais là qui vient non pas de la France, loi littorale, loi sur les paysages, mais qui va définir quoi? Qui va être défini au niveau européen. C'est ce qu'on appelle le réseau des sites Natura 2000. Et là, ça pose réellement problème. Le réseau Natura 2000, il a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l'Union européenne. Donc là, on dépasse les frontières franco-hollandaises, on va dire, pour faire simple, ou franco-françaises. On va voir un petit peu plus loin. Ce réseau-là assurera le maintien ou le rétablissement dans un état de conservation favorable, les habitats naturels et aussi les habitats d'espèces. Donc là, on va encore à un autre niveau de compréhension. Donc, tout uniquement en fait les habitats et les espèces qui sont qui sont listés en fait au titre de deux directives. On a donc des zones qu'on appelle ZPS, zones de protection spéciale, qui elles relèvent de la directive du 6 avril 1979, dite directive oiseaux. Donc là, c'est pour la protection en fait de l'ensemble des oiseaux au niveau du territoire européen. Alors cette directive a été remplacée en 2009, maintenant elle a été réactualisée.
Et on aura aussi des zones, ce qu'on appelle ZSC, zones spéciales de conservation, qui, elles, relèvent de la directive Habitat, elle de 1992. Il faut savoir que nous, donc je vous les ai mis en différentes couleurs, on a donc un contexte particulier dans les Landes, c'est qu'on a un énorme corridor écologique qu'on appelle l'Adour, tout le monde la connaît, et notamment aussi un affluent de l'Adour qu'on appelle le Leuil, et ces deux, on va dire, systèmes fluviaux, eau douce, en fait, ont les deux contraintes, c'est-à-dire elles sont autant ZSC que ZPS. Au titre de la directive Oiseaux, on va les protéger, et également au titre de la directive Habitat. Donc une contrainte réglementaire extrêmement forte. Ça, c'est pour la partie, on va dire, un peu plus intérieure. La partie littorale aussi est concernée par ces directives-là. On a également, donc, récemment, je pense qu'il y a certains élus qui sont présents là, qui ont été présents donc, dans les comités de pilotage de sites. On a un site extrêmement important en arrière-dune, tout ce qui est ces zones, tout ce qu'on appelle les zones humides d'arrière-dune du Marensin, qui relèvent donc, elles, de la directive Habitat, et également donc, sur la bande littorale, qui est un petit peu, on va dire, très faiblement, on va dire, large, qui est concerné donc uniquement par les dunes du littoral en tant que tel, ce qui est la partie sèche, on va dire, du littoral landais. Il faut savoir qu'on a une dernière zone qui est énorme, hein, c'est cet énorme carré là qu'on peut voir au niveau de l'océan. Et là, on a encore une zone spéciale de conservation qui est due toujours dans la mise en place en fait, de la directive Habitat sur le territoire européen, mais qui concerne uniquement ce qu'on appelle Natura 2000 en mer, et qui concerne donc le plateau continental landais. Et il faut savoir donc, que cette zone-là, hein, qui va faire à peu près un 10 000 km², hein, c'est ça, Gilles? Peu de choses près. Donc c'est quand même un énorme territoire en fait, qu'on va protéger. Pour l'instant, on n'a que le périmètre qui est, on va dire, marqué sur la carte, et on n'a toujours pas de comité de pilotage. Mais qui va concerner donc la protection des habitats, donc, on va dire proches littoraux, et également donc des espèces qui peuvent habiter cette zone proche littorale. Il faut savoir que l'ensemble en fait de ces sites-là, ces zones-là, donc sont une protection forte au niveau donc du patrimoine, et on a donc des documents qui vont instituer un petit peu la gestion de ce site-là. C'est ce qu'on appelle les documents d'objectifs. Et donc, il y a des mesures de conservation qui sont inscrites à l'intérieur. Et il y a également des mesures donc, de préservation de ces sites-là. Je vous donne directement la réponse. Aucun document d'objectif ne mentionne en fait, la présence de nouvelles infrastructures à l'intérieur en fait, de ces sites-là. Donc, pour l'instant, ils vont avoir un petit problème. Dernier point, c'est les inventaires scientifiques sur le milieu naturel. Alors, on a aussi, alors ce n'est pas vraiment une protection réglementaire, mais on a un inventaire du patrimoine naturel en fait, qui existe dans les Landes. Alors c'est fait au niveau national. On a deux grands types de zones. C'est ce qu'on appelle les ZNIEF, zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Alors il y a deux types de ZNIEF, les types 1 et les types 2, suivant la surface qu'on peut avoir, mais elles protègent essentiellement en fait, les écosystèmes continentaux, avec donc les espèces qui sont à l'intérieur. Donc on va recenser uniquement les espèces, on va dire, qui ont un intérêt patrimonial à l'intérieur. Deuxième zone, c'est ce qu'on appelle les ICO, c'est les zones importantes pour la conservation des oiseaux, et elles sont aussi également en fait, inscrites dans notre patrimoine naturel. Il faut savoir que ces zones-là, alors elles sont un petit peu immenses. Alors il y a toujours pareil, les Barthes de l'Adour, toute la vallée du Leuil, on est toujours en ZNIEF ou en ZICO, puisque après on les a déjà protégés après, au titre de Natura 2000, mais on s'aperçoit, et c'est là où je voulais vous attirer l'attention, que tout le système donc, arrière-dunaire humide est également inscrit au niveau du patrimoine naturel en tant que ZNIEF, mais on a donc une ZNIEF qui est, alors très très peu connue celle-là, mais qui est énorme, c'est la ZNIEF en fait, qui va recouvrir l'ensemble du littoral des dunes non boisées, donc du littoral landais, donc qui va de Tarnos jusqu'à Biscarrosse. Et là, on a une continuité écologique extrêmement importante. Je ne sais pas si vous avez vu, sur le site Natura 2000, on va dire, des dunes littorales, on a des segments qui sont mentionnés, alors que sur la ZNIEF, on a une continuité écologique. Le problème principal des ZNIEF et des ICO, c'est qu'elles n'ont aucun caractère réglementaire. Par contre, l'État, et ça c'est important, se doit en fait de conserver ces zones-là. D'accord ? Elles n'ont pas une contrainte juridique, mais l'État quand même se donne les moyens de le faire. Alors,
on va faire une petite synthèse. Par où on peut passer? Une fois qu'on a dit ça, on a quand même un contexte réglementaire compliqué. On a un patrimoine naturel extrêmement intéressant, remarquable même sur tous les points de vue. Et par où on peut passer? Donc on a toujours notre problème de notre diapir. Ça, celui-là, on ne pourrait pas le bouger. Par contre, où est-ce qu'on peut mettre un somoduc? Alors pour l'instant, on a 0 solution. Et les seules solutions apportées par EDF sont, vous avez des solutions qui sont transitoires, mais en fait qui règlent qu'un seul problème. C'est le problème du coût financier, tout simplement, de créer le somoduc. Moins on le fait long, moins il y a d'impact, et donc moins ça coûte cher, pour faire simple. Alors on va essayer. Les installations de surface pour le gaz, c'est environ 30 hectares à Pouillon. On s'aperçoit, d'un point de vue purement réglementaire, que ces 30 hectares à Pouillon, on a quasi 0 zone en fait, d'intérêt patrimonial fort présent en fait, sur ce secteur-là. Alors c'est vrai qu'on occulte facilement les coteaux de Chalosse à Orchidée. J'espère que vous allez les voir ce week-end. Non, trop tard. Voilà, le week-end prochain. On a aussi des jolies petites chaînées là-bas, enfin ceux qui ont l'habitude de se balader quand même sur les coteaux de Chalosse. Il y a un intérêt patrimonial aussi qui est souvent pris, alors non pas d'un point de vue national, mais au niveau de la politique de protection de l'environnement qui est mise en place au niveau du département, par les espaces naturels sensibles. On a beaucoup de propriétés foncières qui dépendent du département pour protéger ce patrimoine-là. Ils ne sont pas mentionnés sur ma carte. Mais donc on peut conclure que sur Pouillon, hélas, à part avoir des jachères agricoles, des sites on va dire, exploités en culture ou monoculture, en fait, on a une faible sensibilité écologique. Par contre, et là je le reprécise, et on l'a déjà parlé tout à l'heure, on a un risque industriel qui est extrêmement fort, puisque c'est là où le site de stockage va être placé. Deuxième point, la station littorale de pompage. 2 hectares, on a dit. Là, comme nous disait Gilles tout à l'heure, mais Grégory également, là, la sensibilité est extrêmement forte, sensibilité écologique. Pourquoi? Parce qu'on a un espace remarquable, unique au monde, qui sont les dunes littorales en fait, du golfe de Gascogne. C'est le plus grand ensemble de dunes au niveau européen. Donc pour celui-là, dès qu'on va commencer à l'impacter, et notamment dans les zones qui ne sont pas urbanisées, on va avoir une dégradation très forte. Donc on peut remarquer déjà qu'on est sûr d'avoir une destruction d'habitat naturel remarquable, qu'on est sûr d'avoir une atteinte aux espèces rares, menacées et protégées, on est sûr d'avoir surtout une non-conformité en fait, de cette installation-là vis-à-vis de la loi littorale. Donc ça pose déjà des problèmes très importants sur cette station de pompage. Troisième piste, c'est la piste de travail, comment on crée ce somoduc. On a dit 135 hectares de Pouillon. On peut conclure que la sensibilité écologique est très forte, voire très forte, pour différents points. On va avoir une non-conformité donc, avec les documents d'objectifs des sites Natura 2000. Donc les 3 sites du réseau Natura 2000 qui vont être traversés, les Barthes de l'Adour, les zones humides arrière-dunes du Marensin et les zones sèches, donc le littoral dunaire, va être fortement impacté par ce projet-là. Donc là, un problème de conformité. Après, on a une destruction d'habitat naturel, remarquable, toujours. On a également une atteinte aux espèces rares, menacées et protégées, ça c'est direct. Après, on a des problèmes toujours urbanistiques, de contraintes de loi. L'urbanisme est non conforme à la loi littorale. On ne peut pas créer d'infrastructures sur le littoral, même un tuyau. Gilles nous l'a rappelé tout à l'heure également. Et également, on a un problème d'urbanisme lié à la non-conformité de ce projet-là avec la protection des paysages, notamment les sites inscrits des étangs landais. Donc ça soulève donc de gros soucis, ce passage de traversée des milieux naturels. C'est que pour l'instant, EDF a toujours minimisé en fait les sensibilités écologiques, et c'est ce que je vais vous montrer sur la carte présentée. Donc EDF, notamment dans son étude d'évaluation préliminaire qui a été mise en place par Euretech, nous présente donc un tracé donc, un petit peu bâtard qui donc, toujours va de Pouillon et veut aller sur le littoral. Et comme disait Roland tout à l'heure, la solution envisagée la plus sûre, c'est passer par le sud. Passer par le nord, il y a 10 à 15 km supplémentaires, donc il faut s'imaginer des coûts supplémentaires. Le problème, alors que j'ai souligné, et on ne le voit pas bien, pas trop, c'est qu'on a donc une première, on va dire, sous-évaluation en fait, de l'enjeu environnemental qui est lié donc, au passage des Barthes de l'Adour et des Barthes du L'Œil. Pour une raison simple, c'est que EDF, pour des questions de contraintes techniques de forage dirigées sous en fait, les nappes et notamment sous les alluvions en fait, qui tiennent l'Adour et le L'Œil, sont obligés de passer dans l'endroit le plus large. Donc on va impacter fortement toutes les prairies humides des Barthes de l'Adour. Donc là, on va dire le somoduc en tant que tel n'a jamais solutionné le problème pour l'instant des Barthes de l'Adour. Deuxième problème, numéro 2, ça va être les zones humides d'arrière-dune, du Marensin.
On a un problème de connexion hydraulique très importante, des zones humides qui sont quand même fortement drainées et fortement modifiées, mais qui ont un caractère particulier très important, et notamment autour de, on est à côté, hein, l'étang de Hardy, l'étang de la Prade, l'étang de Moïsan, tout ça c'est des micro-zones humides qui sont encore visibles, mais on a des connexions très très importantes d'un point de vue écologique. Donc ça on va forcément impacter dessus et même les détruire. Troisième enjeu, ça va être l'enjeu au niveau du passage de la dune littorale non boisée, donc site Natura 2000 segmenté, mais, je vous ai dit tout à l'heure, une SNIEF de type 2, donc qui est une continuité écologique et qui nous montre qu'on a toutes les mêmes caractéristiques écologiques que sur le site qui est protégé. Donc là, on est sûr aussi d'impacter des espèces à haute, on va dire, valeur écologique. Quatrième enjeu, ça va être également cette ZPS, hein, cette zone en mer, de Natura 2000 en mer, qui n'est pas encore instituée, mais qui va être, alors, on a dit, hein, 1000 mètres, 1500 mètres le rejet. L'échelle là, c'est à peu près 5 km, donc la ZPS va commencer à peu près à 3,5 km de la côte. Donc on aura à peu près donc, à 1500 mètres en fait, de la ZPS un énorme diffuseur de sel de mer très, très, très salé. Donc le problème principal pour moi, c'est la méthodologie d'évaluation de la sensibilité du territoire d'un point de vue environnemental. Donc pour conclure, et là c'est pour bientôt débattre d'un point de vue bien militant, qu'est-ce qu'on peut conclure? Attention, le patrimoine naturel est en danger. On est sûr de ça. D'accord? Il faut être conscient de ça. C'est qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le projet présenté par EDF donc, est susceptible d'impacter fortement les espaces naturels et les paysages du département des Landes. Alors, bien sûr, d'un point de vue général, la nature ne doit pas être transformée en musée. On est d'accord, hein? Cependant, la tentation est grande de privilégier des espaces naturels qui sont inutilisés pour les transformer en réserves et qui servent d'alibi pour pouvoir mieux saccager le reste du territoire. Les sites, les paysages et les milieux naturels sont une des composantes essentielles du droit de chacun de vivre au milieu d'une nature, non pas vierge ou sauvage, hein, parce que ça c'est plus possible qu'on ait ça dans notre pays, mais qui soit entretenue et préservée de tous les bouleversements susceptibles de la détruire irrémédiablement. Il faut savoir, hein, une fois qu'on a fait la tranchée, qu'on a mis les canalisations, c'est fini, on est sur un milieu modifié. On ne pourra plus revenir en arrière. Et moi-même qui travaille dans les projets de restauration écologique, on n'est pas encore capable de savoir au bout de combien de temps le milieu va se remettre en place. Donc faut-il consciemment impacter durablement les espaces naturels remarquables qui abritent des espèces végétales, animales rares et menacées, dont les Landais, ça je vous le dis, sont les gestionnaires. Pour qui on est les gestionnaires? Pour nous-mêmes, d'accord? Mais pour la France et pour l'Europe, on a des contraintes très fortes, d'accord? Donc moi je vous dis, ne rien faire, c'est laisser faire, et si on ne fait rien, on n'aura plus rien. Merci à vous.